Salut! Quand tu as cliqué sur cette vidéo, tu as peut-être pensé à elle. Frénégonde! Reviens, te dis Mais Frénégonde! aujourd'hui, ce n'est pas de Frénégonde, la promise du comte de Montmirail dont on va parler, mais bel et bien de Frédégonde, une reine du VIe siècle à la réputation cruelle et sanglante. Bienvenue sur ma première vidéo. Pour comprendre un peu le contexte du début de cette histoire, il faut comprendre le système de succession des rois mérovingiens. Aujourd'hui, quand on pense à la succession d'un roi, on pense à ce système où il lègue son royaume et tous ses biens à son héritier qui va ainsi faire perdurer la dynastie. Mais les Mérovingiens ne fonctionnaient pas comme ça. Ils séparaient le royaume et les partageaient entre les fils encore vivants. Ainsi, à la mort de Clovis, premier roi des Francs, le royaume tout entier a été séparé entre ses quatre fils. L'un d'eux, Clotaire Ier, va vivre très très longtemps et récupérer petit à petit les terres de ses frères. À sa mort, le royaume des Francs est à nouveau séparé et partagé entre ses quatre fils. Et ce sont ces quatre-là qui nous intéressent car ils sont les protagonistes de notre histoire. Nous avons donc Sigebert Ier qui hérite le royaume d'Austrasie à l'est, Caribert Ier qui hérite le royaume de Paris à l'ouest, Gontran qui hérite le royaume de Bourgogne et Chilpéric Ier qui hérite le royaume de Neustrie, un tout petit royaume tout au nord. Si vous êtes déjà perdu dans les prénoms, c'est normal, mais je vais être gentil avec vous et je vais en retirer un de la liste car on n'en aura pas besoin plus tard. En 567 après Jésus-Christ, Caribert Ier meurt et ce qui restait de son royaume est séparé entre ses trois frères restants. Nous, on va s'intéresser à Chilpéric Ier, roi de Neustrie. Ce cher Chilpéric est occupé à guerroyer loin de chez lui alors que sa femme Odover attend la venue de son cinquième enfant qui ne devrait plus tarder à arriver. Odover, la reine et femme de Chilpéric, est en proie à un dilemme. Est-ce qu'elle doit baptiser son enfant tout de suite à sa venue au monde ou est-ce qu'elle doit attendre le retour de son mari? Rappelez-vous que les rois mérovingiens étaient des rois chrétiens depuis le baptême de Clovis. Or, dans la religion chrétienne, on dit que si un enfant meurt alors qu'il n'a pas été baptisé, il se retrouvera dans les limbes pour l'éternité. Et à l'époque, l'âge adulte, c'était pas gagné. On peut penser que c'est pour ça qu'Audover était réticente parce qu'attendre le retour de son mari, c'était mettre en péril le salut de l'âme de son enfant. Toujours est-il qu'Audover va demander conseil à une de ses suivantes. Cette suivante, vous l'aurez deviné, c'était la jeune et belle Frédégonde. Frédégonde va conseiller à Audover de baptiser son enfant sans attendre. Mais elle ne s'arrête pas là, car quand la question des parrains va se poser, elle va conseiller à Audover de se nommer elle-même comme marraine de l'enfant. Grave erreur de la part de la reine qui ne sait pas qu'en suivant ses conseils, elle précipite sa chute et signe son arrêt de mort. En quoi c'était un problème, me direz-vous? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, les règles de la religion chrétienne disaient que le parrain ou la marraine d'un enfant devenait le frère ou la sœur des parents de cet enfant. En se nommant elle-même marraine de son propre fils, Odover devenait donc en quelque sorte la sœur de Chilpéric Ier et partager sa couche reviendrait à commettre le péché d'inceste. Et c'est ainsi que quand Chilpéric est revenu de la guerre, Frédégonde se serait empressée de raconter le baptême. Parce que la petite Frédégonde, elle était plutôt jolie et elle ne s'occupait pas uniquement de la reine. Quand le roi Chilpéric rentrait de campagne, il était bien plus souvent dans les bras de Frédégonde que dans ceux de sa femme. La légende raconte que lorsque Chilpéric est rentré de guerre, Frédégonde lui aurait demandé avec qui il allait bien pouvoir dormir ce soir puisqu'il ne pouvait plus le faire avec Audover. Nous ne savons pas si c'est comme ça que tout cela s'est réellement passé, mais une chose est sûre, c'est que la Frédégonde, elle était plutôt maligne, et le Childebert, pas très fut-fut. Audover est aussitôt répudiée et envoyée dans un couvent où elle termine ses jours paisiblement dans le recueillement et la prière. Et non, c'est pas vrai. En 580, Frédégonde fait égorger Audover et par la même occasion, elle fait violer et torturer Basine, la fille de Audover et de Chilpéric, pour la déshonorer et lui enlever ses droits à l'héritage. Elle sera ensuite, elle aussi, envoyée dans un couvent.
Mais revenons à nos moutons. Odover répudié, Chilpéric a besoin d'une nouvelle femme. Ah, ça y est, Frédégonde va enfin pouvoir se faire passer la bague au doigt. Et non, 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 pas vraiment. D'abord, Chilpéric va se marier avec une autre femme pour deux raisons principales. La première, c'est que le Chilpéric, il est plutôt jaloux, en particulier de son frère Sigebert Ier. Sigebert Ier, lui, il avait oublié d'être débile, et il avait épousé une princesse wisigothe qui s'appelait Brunehaut. Chilpéric a alors la bonne idée d'épouser la sœur aînée de Brunehaut qui s'appelait Galsvint. Comme ça, il peut faire comme son frère, mais pas seulement parce que ce mariage est aussi politique. Et oui, le père des deux femmes est un roi wisigoth. Et si ces deux filles épousent des rois différents, il ne peut pas en favoriser un sans nuire à l'autre. Seulement voilà, le mariage ne se passe pas très bien. D'abord, Galsvint n'est pas très jolie. Mais je ne suis pas laide. Non, vous n'êtes pas laide, vous êtes ce qu'on appelle une déficiente esthétique, ou vous êtes amputée de beauté, ou, dans un langage de marketing, ce qu'on appelle une jolie extra light. Oh, mère? Non, elle est laide. Oui. Chilpéric ne la trouve pas à son goût, et depuis le début, Chilpéric, lui, il n'a Dieu que pour Frédégonde. Depuis le début, il pense qu'à elle. Et t'es d'accord que c'est pas de sa faute? Non, bien sûr que non. Du coup, même quand le roi wisigoth meurt, le mariage n'a plus vraiment d'intérêt politique. Mais Galsvint ne sera pas répudié. Et oui, Chilpéric, il est quand même bien content de pouvoir garder l'argent de la dot. C'est pas grave, il fera assassiner Galsvint quelques mois plus tard en envoyant un serviteur la tuer et en tuant le serviteur pour couvrir ses traces. Cet acte, bien coordonné par Chilpéric, sera attribué, à tort ou à raison, nous ne le saurons jamais, à Frédégonde et à ses manipulations. En tout cas, il y en a une qui va l'accuser, parce qu'en apprenant la mort de sa sœur, la reine Brunehaut va tout de suite rejeter la faute sur Frédégonde. C'est ainsi que va naître la rivalité entre les deux femmes qui se voueront une haine tellement puissante qu'elle aura des conséquences encore même après la mort de Frédégonde. Alors on va lui faire la peau à cette pétasse. Ça y est, Frédégonde est maintenant reine du royaume de Neustrie et femme de Chilpéric Ier. À la cour, elle est réputée pour être autoritaire, impitoyable et même tyrannique, si bien que le peu de concurrence féminine qu'elle aurait pu avoir faisait plutôt profil bas et le reste se tenait à carreau. Elle met au monde 6 enfants qui mourront tous en bas âge, sauf le dernier, qui va s'appeler Clotaire. Lui, elle va l'envoyer loin pour qu'il grandisse en bonne santé. Un des enfants qui va mourir très jeune, c'est Théodoric. Lui, il meurt de dysenterie, qui est une maladie infectieuse extrêmement grave qui prend la forme d'une diarrhée très sévère et qui peut être fatale. Mais papa, c'est quoi une dysenterie? Eh ben, c'est une maladie infectieuse qui tronche le bide et on a la diarrhée et on se vide. Alors on va aux toilettes souvent? On est à table. Ouais, et puis on finit par Non, mourir. arrête. Et on nous enterre? Parmi les 5 étapes du deuil, Frédégonde va plutôt mal vivre l'étape de la colère. Dans un accès de rage, elle fait tuer, brûler vive et battre des femmes innocentes. Elle fera aussi torturer de bien des manières que je vous épargnerai un préfet qui était allé dire à tout le monde qu'il possédait un remède contre la dysenterie. En 575, après des années de conflits politiques et compliqués, Sigebert est assassiné. On attribue ce meurtre à Frédégonde, bien évidemment, qui aurait envoyé des pages le tuer. Lors de ces conflits, Brunehaut parvient à sauver un de ses fils, Childebert II, qui reviendra plus tard dans l'histoire. On raconte qu'elle l'aurait mis dans un panier et qu'elle l'aurait fait descendre par la fenêtre à l'aide d'une corde pour pouvoir le sauver. Chilpéric fait ensuite enlever Brunehaut et l'exile à Rouen. C'est là qu'intervient Mérové, deuxième du nom et deuxième fils de Chilpéric et d'Odover. Mérové va arriver comme une fleur et demander la main de sa tante en mariage. Elle a 30 ans et lui 20. Alors, pourquoi il veut faire ça? Tout d'abord parce que son frère aîné à lui, Tibère, était déjà mort. Il n'y avait donc plus de rivalité de ce côté-là. Par contre, un rival sérieux, c'était Clotaire, le fils de Frédégonde, qui lui était en bonne santé.
En effet, vous vous doutez bien que Frédégonde n'a pas donné de fils au roi pour qu'il ne règne pas à son tour. Telle Agrippine qui avait tout donné pour que son fils Néron devienne empereur de Rome, Frédégonde n'en espérait pas moins pour le petit Clotaire. Et Mérové, il la connaissait sa belle-mère et il n'avait pas l'intention de se laisser faire. C'est donc sur les conseils de l'évêque de Rouen, qui s'appelait Prétexta, qu'il va mettre au point cette stratégie de mariage. En voyant que Mérové avait essayé de le doubler, Chilpéric se fâche tout rouge. Il envoie Brunehaut à Metz et fait arrêter son fils qu'il envoie vivre dans un monastère. Encore une fois, devinez qui on accuse d'avoir manigancé tout ça. Mérové parvient à s'échapper de ce monastère et il se réfugie en Picardie où il sera malheureusement retrouvé. Piégé et sans issue, il demande à son ami Gaélien de le tuer parce qu'il préfère encore la mort à ce que lui réserve sa belle-mère. Et il avait raison, parce que folle de rage, Frédégonde se serait vengée sur Gaélien en lui faisant couper les pieds, les mains, le nez et les oreilles avant de le laisser mourir. Fallait pas la chercher, la Frédégonde. Quelquefois, je me dis que j'aimerais vraiment pas être ton ennemi. On me le dit souvent. Il ne reste désormais plus qu'un obstacle entre le fils de Frédégonde et la couronne, à savoir le troisième et dernier fils de Chilpéric et d'Odover. Ce dernier fils, il s'appelle Clovis, comme son arrière-grand-père. Cette fois-ci, Frédégonde l'accuse de comploter contre Chilpéric pour s'emparer de la couronne. Elle n'a pas vraiment de mal à convaincre son mari parce qu'il faut dire que c'est chose courante dans la famille. On n'hésite pas à faire tuer ses frères, ses fils pour garder ou obtenir le pouvoir. Une belle petite tradition familiale comme on n'en fait plus. Chilpéric fait donc emprisonner Clovis, qu'on retrouvera poignardé dans sa cellule. Frédégonde le fera ensuite jeter dans la rivière. Et tout cela, ça ne va pas plaire à Gontran. Rappelez-vous, Gontran, le roi du royaume de Bourgogne et frère de Chilpéric. Lui, il en a sa claque, il ne supporte plus les méfaits de sa belle-sœur. Il va s'allier avec Childebert II, son neveu. Rappelez-vous, c'était le fils de Sigebert et de Brunehaut qui avait réussi à le sauver avant d'être envoyé en exil. Gontran va donc faire un pacte avec Brunehaut, sa belle-sœur, et son neveu Childebert II, un pacte qui dit que chacun est l'héritier de l'autre s'il venait à mourir. Nous voilà maintenant le 27 septembre 584 et Chilpéric Ier rentre d'une partie de chasse. C'est là qu'il se fait assassiner de 2 coups de couteau. Et entre nous, ça faisait un moment que ça lui pendait au nez. Ici, plusieurs versions s'opposent. Certains accusent bien évidemment Frédégonde qui l'aurait fait tuer via l'intermédiaire d'un amant, et d'autres accusent Brunehaut qui l'aurait fait tuer pour se venger. On ne peut pas savoir à coup sûr, mais il faut bien se rappeler que si c'est tentant d'accuser Frédégonde, l'autre possibilité est tout aussi plausible. Le royaume de Neustrie se retrouve maintenant sans roi. Et honnêtement, ça sent franchement pas bon pour Frédégonde qui se fait lâcher par tous ses soutiens. Elle réussit quand même à obtenir la protection de Gontran, mais règne quand même dans l'ombre. Brunehaut en a marre et elle réclame la tête de Frédégonde, ce que Gontran refuse. Je veux sa tête. Sorry, l'aristocratie a reconnu son fils comme roi légitime. Je suis pas fou non plus. Et bien sûr, en retour, Frédégonde veut aussi la tête de Brunehaut. Pour ça, elle aurait envoyé un émissaire auprès de Brunehaut pour qu'il puisse gagner sa confiance afin de l'assassiner. Mais Brunehaut a vu venir le pauvre Boug à des kilomètres et l'a démasqué. Elle s'est ensuite contentée de le renvoyer à Frédégonde sans plus de représailles. Il aurait peut-être mieux valu pour le malheureux car Frédégonde lui réserve le même sort qu'à Gaélien. Rappelez-vous, celui à qui on avait coupé les pieds, les mains, les oreilles et le nez. Frédégonde fait aussi assassiner l'évêque Prétexta qui avait comploté avec Mérové. Un membre de la noblesse, qui était fidèle au roi et plutôt proche de Prétexta, n'aime pas du tout ça, et il ne s'en cache pas. Il vient dire à Frédégonde ce qu'il pense d'elle en face, et vous vous doutez bien qu'il ne la portait pas dans son cœur. Non, mais regarde là. Pour une fois, Frédégonde commence par essayer d'arrondir les angles, mais en vain.
Avant son départ, elle l'invite donc à un dernier banquet et lui offre une coupe de vin dans lequel, bien sûr, elle aura mis du poison. Et sinon, vous savez qui d'autre n'aimait pas Frédégonde et lui a fait savoir? Sa propre fille, Rigonde. En 589, Frédégonde aurait prétexté vouloir donner à sa fille des bijoux et des robes qui étaient rangés dans une malle. Elle aurait attendu que Rigonde ait la tête dedans pour refermer violemment la malle et essayer de l'étouffer. Rigonde survivra à cette tentative, mais mourra quelque temps plus tard dans des circonstances inconnues. Et c'est avec une liste de meurtres et de complots longs comme un jour sans pain que Frédégonde meurt à la cinquantaine le 8 décembre 597. Son fils, Clotaire, qui lui succède, ne va pas pour autant laisser de côté la rivalité entre sa mère et sa tante. C'est ce qu'on appelle la Fède. La Fède vient du mot allemand Fehde, mais vous connaissez sûrement mieux son équivalent anglais encore utilisé aujourd'hui, feud. La Fède désigne un système de vengeance privée qui oppose souvent des familles ou bien des clans. Un peu comme les Montaigu et les Capulet dans Roméo et Juliette, sauf que la Fède, c'est surtout propre aux civilisations germaniques, comme en l'occurrence les Francs. Le fils de Frédégonde fait condamner Brunehaut à mort. Mais pas seulement. On l'humilie, on la met nue devant tout le monde, on la traîne à cheval et on va même jusqu'à brûler son cadavre pour l'effacer complètement. Alors, pourquoi ce sort? Eh bien déjà parce que Clotaire, il n'était pas toute seule dans cette situation. Il y avait d'autres nobles et membres de l'aristocratie qui y ont participé. La deuxième raison, c'est parce que Brunehaut avait été une grande reine, et pour pouvoir faire disparaître ça, il fallait une déchéance à la hauteur de sa grandeur passée. Et c'est ainsi que se termine la longue liste des victimes de Frédégonde. Mais avant de terminer cette vidéo, je voudrais aborder 2 points importants. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ceux qui restaient ne portaient pas toujours ceux qui étaient partis dans leur cœur. C'est ainsi qu'est née la rumeur, aujourd'hui prouvée fausse, que Marie-Antoinette aurait dit qu'il mange de la brioche. Ou bien que Anne de Clèves, mariée à Henri VIII d'Angleterre pendant 6 mois, était laide. Et bien que pas toujours vrai, ces rumeurs ont la peau dure. Certaines filles ont affirmé qu'elles ont vu sa tête faire un tour complet. Cette rumeur n'a pas duré. D'autres ont juré qu'elles m'ont vu la pousser devant le bus. Celle-là, par contre... Moi, je vais voter pour Regina George. Elle s'est fait renverser par un bus. Et moi, je vote pour Katie Heron. C'est elle qui l'a poussée. On peut prendre comme exemple la rumeur qui persiste encore de nos jours et qui dit que l'empereur Néron aurait mis le feu à Rome. Aujourd'hui, les historiens s'accordent à dire que le feu était parti d'un restaurant et qu'il s'était propagé de boutique en boutique et de maison en maison. Il est vrai que plus tard, l'empereur Néron a profité de cet incendie comme un énorme bâtard pour se créer sa villa, mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi revenu à Rome pour coordonner les secours et l'organisation des pompiers. Seulement Néron n'était pas très aimé, et donc ses successeurs ont préféré en peindre un tableau pas très glorieux. Cela ne signifie pas pour autant que ce dont on accuse Frédégonde est faux. Il faut juste garder en mémoire que certaines parties de ces actes ont peut-être été exagérées, modifiées ou romancées par les gens qui lui ont survécu. Enfin, j'aimerais aborder un dernier point qui a été soulevé lors d'une interview par Laure Charlotte Pfeffer, auteure de Frédégonde reine. Il faut bien prendre en compte que si les actes horribles de Frédégonde nous sont parvenus, c'est parce qu'on n'a pas oublié le personnage. L'époque à laquelle elle vivait était extrêmement violente et toutes les trahisons, tueries et autres tortures étaient monnaie courante malheureusement. Si les rôles avaient été inversés, peut-être que d'autres n'auraient pas hésité à commettre de telles horreurs envers Frédégonde, ses enfants et sa famille. Bien sûr, cela n'excuse pas ses actes. Elle a quand même commis des horreurs qui, si elles sont vraies, ne sont pas toutes motivées par la politique ou par la volonté de se défendre. Mais il me semblait quand même important de remettre toute cette histoire dans son contexte historique. Libre à vous maintenant de vous faire votre propre idée sur Frédégonde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé ou si vous avez des suggestions pour que j'améliore mes vidéos à l'avenir. Et sinon, on se voit dans la prochaine vidéo.